Alors, pourquoi s'intéresser à ces glycosides alors qu'ils sont inodores? C'est parce qu'ils ne restent pas sous forme de glycosides lors du l'élevage ou du stockage des vins et même après la mise en bouteille. Et qu'en fait, on assiste dans le vin, qui est un milieu naturellement acide, à une hydrolyse progressive de ces glycosides, si bien qu'on a classiquement une augmentation de l'intensité des goûts de fumée. Si on part d'un vin jeune, vous voyez l'augmentation des différentes classes ici de deux composés au cours du temps, et qui font considérer ces glycosides comme une véritable bombe à retardement. L'autre caractéristique de ces glycosides, c'est que malheureusement, dans les traitements, notamment les traitements d'absorption ou d'élimination, on en reparlera un peu plus tard, qui peuvent être à disposition de l'œnologue, eh bien, ces glycosides ne sont que très peu, vraiment à la marge, affectés par ces traitements, parce qu'ils sont extrêmement polaires et donc ont une affinité très importante avec le mou ou le vin. Alors, quel est le... Donc, je vous ai dit que globalement, on considérait que la majorité des composés étaient sous forme liée, mais tout va dépendre en fait du moment d'exposition du vignoble au fumé par rapport à la phénologie du raisin. Et donc, ça a été mis en évidence par les équipes australiennes notamment. Et que en fait le risque d'avoir des composés liés commence à être important à partir de la fermeture de la grappe, et il est très fort si les incendies ont lieu au moment de la véraison ou juste après la véraison. Normalement, si les incendies ont lieu au moment de la récolte, euh, si on a toujours des formes libres de manière importante, le risque d'avoir des formes liées de manière importante est un peu plus réduit, puisque la baie de raisin n'a pas un temps important pour réaliser la réaction de glycosylation. Donc tout ça est tout à fait logique par rapport à la réaction de métabolisation des formes libres et la production donc de formes liées.